Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est sponsorisée par Fredo. Comme vous le savez, j'ai un compte Patreon et sur ce compte, non seulement je mets du contenu exclusif que je ne mets pas sur YouTube et que je ne mets pas ailleurs, mais vous pouvez également montrer votre magnanimité en sponsorisant, ce qui est le cas aujourd'hui de Fredo, une question. Donc pour 50 dollars ou 50 euros, 50 francs suisses, vous pouvez poser une question et je ferai un effort de faire une vidéo donc sur commande pour toute la communauté des gens qui nous regardent. Alors aujourd'hui, on a une question très intéressante. Je vais vous la lire. Alors, Fredo nous demande, voilà, il nous dit qu'il a lu mon livre Survivre à l'effondrement économique déjà en 2012 et qu'il se prépare en se formant, en vérifiant les informations, donc c'est très bien. Vous savez que mon objectif est de vous faire réfléchir par vous-même. Et il pense, voilà, je vais vous lire. J'ai par la suite commencé un cursus en me préparant et en me formant, mais aussi en vérifiant les informations qui mènent à penser à un effondrement hautement probable de notre civilisation. À l'instar des collapsologues, je crois sans l'ombre d'un doute à un effondrement qui serait au mieux soft, voire mi-soft. Donc je pense qu'il veut dire contrairement aux collapsologues. Ça va être dur, je crois. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Ce qui me pousse à te poser une question qui serait traitée sous forme d'une longue réponse filmée, euh, car c'est ma conviction que ce serait car c'est ma conviction d'un scénario hard de cet effondrement. J'ai en effet poussé mes recherches au-delà de celles des collapsologues et plusieurs autres scénarios nous pendent sous le nez. Ils sont au nombre de 3 et sont potentiellement interconnectés. Voici la source scientifique pour chacun d'entre eux. Premièrement, indépendamment du réchauffement climatique, le nombre de séismes de magnitude 3 et plus ont été multipliés par plus de 4 depuis 2004. Concernant les volcans, le nombre d'éruptions a augmenté de 30% en 20 ans. Une étude russe calcule et prévoit qu'une telle augmentation à partir de 2016 aurait un point culminant en 2060, semblable à ce qui s'est produit il y a 12 000 ans au moment du Drias. Donc je suis familier avec ceci. Deuxième point, le champ magnétique terrestre, on le sait depuis 2014, diminue, et ça diminue depuis 200 ans, mais de manière de plus en plus accélérée. Aux dernières nouvelles, on parle d'une diminution de 5% tous les 10 ans, mais il semblerait que le phénomène s'accélère et qu'une inversion des pôles est envisageable entre maintenant et au plus tard, dans quelques décennies. 3. Que cela soit dû à la répartition inégale des masses de glace, à la sismologie qui s'emballe ou à l'inversion des pôles magnétiques, un basculement de l'écorce terrestre est envisageable. Cette théorie, euh, mise au rebut par la tectonique des plaques alors qu'elle pourrait être complémentaire, a pourtant été proposée par le très sérieux Charles Hapgood, je suis familier avec cette théorie, c'est moi qui dis ça, et appuyée par le non moins sérieux Albert Einstein et Yves Rocard. Ce dernier scénario n'est pas négligé au vu de l'intérêt qu'il a suscité aux yeux de la CIA, comme en témoigne ce document déclassifié il y a si peu, il met le lien à un gouvernement dont je n'étais pas au courant, je l'ai lu, etc. Ma question pourrait être la suivante. Au vu de ta préparation à l'effondrement qui vient, quels seraient tes ajustements si tu pouvais accorder un crédit à ce que je viens de t'exposer? Alors, c'est très intéressant parce qu'en réalité, le toute première fois où j'ai réfléchi à un effondrement de la civilisation, c'était en 1999. Je n'avais pas encore réfléchi par moi-même, donc je n'avais pas encore fait le travail qui m'a amené à écrire Survivre à l'effondrement économique. Et en fait, c'était en lisant un livre de Clive Cussler, je crois, et où des néo-nazis, alors c'était complètement comme tous les livres de Clive Cussler, c'est un peu bizarre, mais enfin on m'avait conseillé ce livre, c'était un de mes collègues qui m'avait conseillé le livre, Martin, je me souviens très bien, m'avait conseillé ce livre, donc c'était en 99, et donc j'avais lu ce livre où des néo-nazis essayaient en utilisant des nanotechnologies, essayaient de rabler le fond de l'Antarctique et faire décrocher une immense plaque de glace qui, en tombant dans l'océan, en tombant dans les océans, aurait fait des immenses vagues et en changeant le poids évidemment de la calotte glaciaire qui se déplace, le poids sur la Terre n'est plus le même et il ferait évidemment changer légèrement ou même de manière assez forte la croûte terrestre. Et donc je me dis mais c'est quoi, c'est possible ce truc?
Et je suis allé voir effectivement les théories de Hapgood, Charles Hapgood, qui, je crois, au début du XXe siècle, avait imaginé que la croûte terrestre pouvait de changer de temps en temps. Alors en fait, c'est pas déconnant comme théorie, puisque la croûte terrestre est une. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs plaques. Ce sont des plaques en fait, de roches, mais enfin, de roches solides, qui flottent sur des couches relativement fluides, relativement. C'est vraiment très relatif, hein, parce que le magma c'est pas de l'eau, mais c'est fluide quand même. De roches en fusion et qui au fond de la Terre d'ailleurs ont un noyau. Et d'ailleurs le fait que ce noyau tourne avec la rotation de la Terre, eh bien c'est ce qui crée le champ magnétique. Et donc ce changement de, enfin ces plaques et cette croûte terrestre finalement qui est sur une peau d'orange sur des matières plus visqueuses, eh bien, bouge parce qu'il y a des mouvements de rotation, il y a des forces de Coriolis, il y a alors tout ça pour ceux qui croient à la Terre plate, forcément, vous n'allez pas pouvoir expliquer tout ça. Mais enfin bref, tous ces mouvements fluides, de dynamique des fluides qui peuvent s'étudier très bien, eh bien, créent des équilibres. Même dans leurs mouvements, il y a des équilibres qui varient avec le temps. Alors, on a ici une hypothèse effectivement d'augmentation des activités volcaniques. C'est une hypothèse qui, en tout cas, trouve une certaine forme de véracité dans le fait que la Terre va dans des cycles de volcanisme plus ou moins puissants. Il y en a eu, on sait qu'il y a, je crois, 200 et quelques millions d'années, il y a eu un moment de volcanisme tellement immense que du genre la Sibérie entière a été recouverte de magma en fusion. Il y a eu des effusions incroyables de magma qui ont causé des émanations de gaz toxiques dans l'atmosphère et des changements de, d'acidité dans les océans qui ont carrément causé une extinction massive à l'échelle globale, à l'échelle de la planète. Et donc, il y a ces cycles. Alors, qu'est-ce qui cause ces cycles? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a des hypothèses d'impact cosmique, hein, de grosses météorites ou de comètes qui plantent la Terre, qui font un trou tellement gigantesque dans la croûte terrestre qu'il y a tellement de magma qui sort. Donc imaginez un super, 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 super volcan. Donc vous imaginez la catastrophe que ça pourrait être. Bon, mais ça pourrait créer donc des mouvements, des changements d'équilibre dans ces terres. Mais il y a aussi effectivement cette hypothèse des équilibres au niveau du poids. Simplement, ben voilà, si vous avez essayez de mettre sur une orange en équilibre sur votre table, de mettre par exemple voilà, sur l'orange vous mettez un poids. Euh, Évidemment, vous pouvez trouver le moment d'équilibre, mais si vous déplacez le poids, qu'est-ce qui va se passer? L'orange va bouger. C'est pas simplement le poids qui va se péter la gueule, c'est l'orange qui bouge. Donc on peut imaginer que les équilibres qui existent à un temps donné, comme par exemple aujourd'hui, avec des calottes glaciaires au nord et au sud, bien que celle du nord, comme elle est sur l'océan, elle compte pas trop, mais celle du sud, qui est donc l'Antarctique, qui est sur un continent, sur des terres, eh bien, lorsque vous avez plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace, si cette glace devait fondre, c'était l'exemple, ou devait se déplacer, ou si par ailleurs d'autres endroits, ces équilibres n'étaient plus respectés, eh bien forcément, si un poids saute à un endroit, donc s'enlève à un endroit, donc on peut imaginer par exemple un réchauffement climatique. Alors, ce n'est absolument pas prévu, même dans les calculs les plus fous de réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui, on ne prévoit pas la fonte de la calotte polaire antarctique. Enfin, si ça devait arriver, eh bien, effectivement, nous pourrions avoir un déplacement de la planète. Alors, évidemment, ce n'est pas toute la planète qui bouge sur son axe, puisque, évidemment, il y a de la fluidité. Donc, on peut imaginer que la croûte se décale tout d'un coup, et pour retrouver un équilibre, c'est comme une toupie avec laquelle, justement, on aurait mis un poids différent, eh bien, les mouvements vibratoires, eh bien, les mouvements de rotation, pardon, changent, et à ce moment-là, elle retrouve un nouvel équilibre parce qu'il y a des forces on ne parle pas de déplacer la Terre sur son orbite, mais simplement sur son axe, il pourrait y avoir des vibrations. Évidemment, la moindre vibration sensible sur une planète de cette masse-là causerait en tout cas très probablement beaucoup de séismes, une augmentation du volcanisme, mais aussi
Euh, Vous imaginez une bassine d'eau à laquelle on donne un petit choc. La transmission de la force va se faire aux molécules d'eau qui, si la Terre bouge, l'eau qui est par-dessus, elle va bouger en contresens. Action amenant réaction, je crois que c'est la deuxième loi de Newton, sauf erreur. Eh bien, à ce moment-là, ou est-ce la troisième? Je crois que c'est la deuxième. Et de tête. Et donc les océans vont bouger. Sauf que à l'échelle d'un humain, ou même à l'échelle d'une ville qui est au bord de la mer, si l'océan tout d'un coup doit bouger parce qu'il y a eu un choc, parce qu'il y a eu un changement d'équilibre, vous pouvez imaginer tout d'un coup des débordements de cet océan qui peuvent aller sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres et sur des centaines de mètres, voire des kilomètres de profondeur. Donc vous avez l'océan qui déborde. Donc évidemment, si vous avez un océan qui déborde sur 300-400 km et même sur, mettons, 400 ou 500 mètres de profondeur, bah, vous vous retrouvez, vous êtes au bord de la mer en train de pêcher, vous êtes dans votre appartement, et le choc, tout d'un coup, bah, voilà, l'océan, vous vous retrouvez 100 mètres sous l'eau, et vous allez mourir noyé, quoi. Enfin, c'est fini. Voir plus la destruction, l'eau pèse 1 tonne au mètre cube, la force des vagues, bon. En plus, il y a le mouvement de flux, de reflux, de reflux, donc on peut imaginer des scénarios de destruction massive des côtes par ce genre de phénomène. Alors, ces phénomènes n'arriveraient pas en un jour, parce que les échelles dont on parle sont probablement des échelles sur des milliers d'années. Euh, L'augmentation de... Donc si je reprends les trois questions. Tout d'abord, l'augmentation du volcanisme. C'est tout à fait possible. Ça fait partie de ces cycles naturels qui sont envisageables, qui sont prévisibles, qui sont calculables. Aujourd'hui, nous sommes encore au balbutiement des sciences de la Terre. En gros, ça fait un siècle et demi que l'on essaye de comprendre comment comprendre. Je veux dire, il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que bon, on ne parle même pas de la Terre plate, mais encore aujourd'hui, je pense que la Terre n'est pas aussi ancienne qu'on le pense. Il y a encore des gens, pour des raisons religieuses, qui pensent que la Terre, elle a 5, 6, 7 000 ans, des trucs comme ça. Enfin, donc on est encore des petits singes hein, au niveau on comprend encore très très peu de choses. Je veux dire, ça fait que 10 ans, 15 ans qu'on comprend l'épigénétique. Ça fait qu'une vingtaine d'années qu'on comprend qu'on a un biote super important, qu'on a un deuxième cerveau dans nos intestins. Donc on est encore, on ne comprend pas encore beaucoup de choses en réalité. La science n'est qu'à ses débuts. Et on espère qu'on pourra aller plus loin, parce que c'est peut-être la solution à toutes les merdes qui existent aujourd'hui. Enfin, c'est pas gagné. Alors, s'il y avait une augmentation des volcans, encore une fois, on va prendre point par point et on extrapole ce qui peut arriver. Alors évidemment, on peut imaginer une intensité qui va à l'infini. Donc évidemment, si tout d'un coup vous avez une suractivité volcanique du type explosion de tous les supervolcans simultanément sur la planète sur une échelle de même sur plusieurs dizaines d'années, mais qui commence à, à, exploser, si on commence à avoir des phénomènes du type les Ghats indiens, qui sont des épanchements de lave, ou justement de ces explosions, ces épanchements qu'il y a eu en Sibérie, il y a un terme technique qui m'échappe tout d'un coup, il y a je crois 200, je crois que c'est 280 millions d'années. Et bien à ce moment-là, bon ben les mecs, il nous reste 10, 20 ans à vivre à ce moment-là, et puis toute forme de vie supérieure au cafard disparaît, et bonne chance aux nouvelles formes de vie qui réapparaîtront dans 50 ou 60 millions d'années. Et même les grands progrès, les grands programmes des gouvernements qui sont, euh, comment dire, qui pourrait imaginer de mettre souterrain ou dans l'espace un certain nombre d'humains, même avec des systèmes de cryogénisation qui ne sont pas encore au point aujourd'hui. Enfin, on n'en sait rien, peut-être qu'il y en a qui sont au point et on n'est pas au courant. Ça me paraît très faible, et puis connaissant l'idéologie actuelle, de toute façon, ils ne vont sauvegarder que des LGBT, et que de toute façon, un monde rempli de, que sais-je, d'ethnies minoritaires et pas très fut-fut LGBT, et en plus LGBT, ce ne serait pas la forme de vie qui pourra tenir longtemps de toute façon. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis taquin et que en réalité ils ont choisi que des surhommes génétiquement modifiés, augmentés par la cybernétique, j'en sais rien. Mais à l'échelle d'un individu comme moi et comme la plupart des gens qui m'écoutent, ou même des milliardaires
qu'est-ce que vous voulez faire contre ce genre de phénomène gigantesque? Alors, on peut imaginer évidemment des degrés moindres de destruction. Alors, dans le cas de la suractivité volcanique, je dirais la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'abord de bien vérifier que vous n'êtes pas dans une région proche. Si vous croyez à ce scénario, si les données que vous étudiez vous font porter à croire que vous allez vers un scénario de suractivité volcanique, bon, première chose, c'est quitter les endroits proches des volcans, même des volcans éteints à la limite. Quitter les endroits proches des grandes failles tectoniques parce qu'on va parler de volcans et donc de tremblements de terre qui vont avec. Euh, donc probablement là, ça vaut la peine de choisir, par exemple là le Japon, c'est le scénario, le Japon est pas très bien parce que vous avez plein de volcans et des raz-de-marée et autres phénomènes sismiques et volcaniques fréquents déjà en temps normal, mais si en plus donc toute cette ceinture de feu du Pacifique qui va du Chili en faisant le tour de la Californie, l'Alaska, le Japon, Kamchatka, il n'y a personne, mais enfin l'Indonésie, les Philippines, il y a des volcans en Maus hein, dans tous ces pays, l'Indonésie, j'ai mentionné, etc. Et là, ouais, alors là, là c'est peut-être pas bon. Là, il vaut mieux être dans des endroits pépères, tranquilles, au milieu de l'Himalaya, au milieu de la Sibérie, où il n'y a pas vraiment d'activité volcanique, et, euh, et peut-être même éviter bah voilà, Naples, la Sicile. Il y a pas mal d'endroits où il y a des activités volcaniques en Méditerranée. Donc ça, c'est la première chose qui me paraît évidente. Ensuite, de ne pas forcément être en dessous et attendre que le volcan vous explose à la gueule. Après, les gens vivent près des volcans depuis très longtemps et parce qu'il y a des avantages sur des terres fertiles, etc. Donc, bon, ça dépend de l'intensité à laquelle on s'attend, on imagine devoir faire face. Après, le deuxième effet beaucoup plus grave éventuellement d'une suractivité volcanique et de grandes catastrophes, c'est l'explosion de matière dans l'atmosphère qui assombrirait, en tout cas partiellement, et peut-être pas globalement, mais enfin partiellement, les nuages. Et donc là, ça veut dire que votre agriculture, votre permaculture, vous l'avez dans l'os. Parce que cultiver, alors que vous avez que 2 ou 3 jours de soleil à peine à travers les nuages tous les jours, à travers les, c'est même plus des nuages, des cendres. En plus, l'air devient difficile à respirer. Là, vous avez toute la végétation qui finit par planter ou en tout cas être sévèrement diminuée. Donc ça veut dire que vous avez moins de récoltes, beaucoup moins de récoltes, vous avez moins d'élevage et d'animaux autour, donc vous avez une famine généralisée à l'échelle planétaire, très vite, en une année ou deux. Et donc là, évidemment, vous ne pouvez pas savoir combien de temps ça va durer. Si c'est une année ou deux, eh ben, la solution, elle est avoir des stocks. Si ça devait durer plus qu'une année ou deux, vous avez une immense majorité de la population, probablement 99%, qui meurt dans les 2 ans. Et les survivants, ils vont l'avoir mal parce que c'est pas parce que tout d'un coup il y a moins de monde qu'il y a plus de nourriture. Soit vous vous organisez pour migrer dans des zones où il y a des circonstances qui font qu'il y a quand même de la lumière et du soleil en suffisance parce qu'il y a des vents spéciaux, mais c'est très compliqué dans ces situations-là. Donc là, vous avez un scénario qui ressemble à ce que vous voyez dans le film La Route, dans le livre aussi, mais on le voit mieux dans le film, c'est-à-dire des nuages très bas, pas de végétation, les gens les rares survivants qui se chassent les uns les autres pour pouvoir se manger les uns les autres parce que c'est la seule source de nourriture. Oui, là, vous avez un grave, grave, grave problème dans ce genre d'intensité. Après, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Oui, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Et c'est arrivé pour moins que des soulèvements, qu'une grande, ultra grande activité volcanique. Vous avez eu l'éruption du supervolcan Toba, qui est en Indonésie, il y a, je crois, en 60 000 avant Jésus-Christ. Et on sait par les études génétiques aujourd'hui, par l'étude des mitochondries des mères, enfin euh, matriarcales, matrilinéaire, pas matriarcal, matrilinéaire, qu'en fait il y a eu des goulets d'étranglement, des goulots d'étranglement
il y a 60 000 ans qui correspond. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu tout d'un coup une réduction de la population humaine il y a 60 000 ans. C'est ce qui a probablement définitivement fait qu'on s'est séparé, voilà, que les Africains sont restés en Afrique, que les gens au Moyen-Orient, ils sont, enfin les Indo-Européens si on veut, et les gens du Moyen-Orient, bah, ils sont différents des Africains, et que les Asiatiques aussi sont très différents. Parce qu'il y a eu tellement tout d'un coup, la population s'est réduite, que les échanges se sont arrêtés, les mélanges se sont arrêtés, que ben, voilà, chacun est resté chez soi et s'est développé. Il y a une sorte de dérive génétique qui s'est mise en place, qui fait qu'on est différent, et c'est très bien. Et là, alors, ça a dû être très très difficile. Alors, je ne sais plus où j'avais lu que la population mondiale humaine avait baissé à 100 000 personnes à cette époque. Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. J'avais lu ça il y a quand même pas mal de temps. Donc, est-ce que c'était vrai ou pas? Il faudrait vérifier. En tout cas, c'est un scénario de désastre bien pire que tout ce que je prévois dans mes livres, hein, et qui sont beaucoup plus durs. Donc là, effectivement, ça devient compliqué. Deuxième point, enfin, ou troisième point, je vais encore vérifier dans la lettre. Alors, voilà, donc ça c'était Alors, champ magnétique terrestre, oui, ça c'était le point que j'avais oublié. Alors, le champ magnétique terrestre qui change, c'est déjà arrivé plein de fois. La polarité s'inverse, pouf, pouf. Alors, si j'ai bien compris le scénario que j'avais scientifique, la polarité, en fait, elle change d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a, comment on appelle ça, le champ magnétique tout d'un coup baisse, 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 mais il y a un moment où il bascule et flouk, et il repart de l'autre côté. Alors, ce que ça voudrait dire, ça n'a aucun impact dans le changement de rotation de la Terre normalement, ça n'a aucun impact ça ne crée aucune catastrophe physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, il se peut que ce changement immédiat puisse avoir une latence de peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures, sur le fait que tout d'un coup, bah, le champ magnétique il se dissipe, et puis comme il s'est remis en place, bah, que la Terre continue à tourner, eh il se remet en place automatiquement. Mais il faut quand même un certain temps pour que les électrons dans la ionosphère, en fait, se remettent à être connectés les uns aux autres, etc. Ce laps de temps pourrait permettre à des radiations cosmiques de nous cramer. Mais les radiations cosmiques ne sont pas toujours présentes à des niveaux extrêmement mortels, du moins de ce que j'ai pu comprendre. Donc, à moins que ça arrive pendant une tempête solaire, ce qui serait pas logique, puisque justement, la ionosphère s'ionise encore plus lorsqu'il y a encore plus d'électrons et d'ions euh, lorsqu'il y a une tempête solaire. C'est-à-dire que la force de la tempête renforce le bouclier quelque part, bien qu'il le déplace légèrement. Donc c'est là où vous avez des aurores boréales qui peuvent descendre bien plus bas dans les latitudes. Mais le champ magnétique il se remet en place assez vite. Tant que la Terre tourne, hein, vous avez un champ magnétique. Et si la Terre ne tourne pas, bah, vous avez un autre problème que simplement le problème d'être irradié. Là, vous partez par énergie cinétique, vous êtes mort. Mais ça n'arrive pas, quoi. Et, euh, et bref, donc là, ce serait immédiat. Alors, alors, si j'ai bien compris, il y a un effet, c'est que les boussoles changent. C'est-à-dire que les boussoles ne montrent, si le changement de polarité se fait, vos boussoles qui avant montraient le nord, et ben maintenant elles vont montrer autre chose. Elles vont montrer a priori, si ça se change parfaitement, ben elles vont montrer le sud, et sinon elles vont poser autre chose. Déjà aujourd'hui, elles ne montrent pas le nord géographique. Elles montrent, les boussoles, elles montrent le nord magnétique, qui change un petit peu tout le temps, mais qui en gros est vers le nord. Pour la plupart des gens, ça suffit. Hein, on n'a pas besoin d'avoir une précision. On n'est pas en train d'envoyer des missiles de croisière. On essaie juste de retrouver notre chemin. Donc ça va. L'autre effet qui me turlupinait un petit peu, c'est celui de dire, mais est-ce que ça change tous les systèmes électriques? C'est-à-dire que le plus devient le moins et le moins devient le plus. Et en fait, non, ça semblerait que ça n'a rien à voir. Les polarités électriques fonctionnent par ailleurs, par autres mécanismes, et n'ont rien à voir avec le champ électromagnétique. C'est ce que je pensais aussi, mais je suis allé vérifier. Donc ça, c'est bon. Donc vous n'avez pas besoin d'inverser vos piles, vous n'avez pas besoin de redémonter tous les câbles électriques de chez vous et de les réinstaller, échanger les... Ça fonctionne. Euh, donc dans les trois questions, c'est celui qui n'impacte que très peu
votre préparation. Voilà, simplement savoir à ce moment-là que les boussoles sont bizarres. Mais vous vous en rendrez bien compte qu'un jour, la boussole qui tous les jours vous montrait le nord par là, et ben maintenant elle montre le nord par là-bas. Et donc forcément, vous vous dites, putain, c'est quoi ce bordel? Et là, vous vous dites, ah ouais, tiens, la polarité a changé. Étrange. Alors ça arrive, hein, ça arrive régulièrement. Je ne sais pas si c'est le phénomène qu'il y a aujourd'hui est combiné avec les autres ou pas. C'est rigolo qu'en plus d'une crise financière, d'une crise migratoire, d'une crise de surpopulation et d'une crise de manque de ressources, on nous fout en plus une série de catastrophes naturelles inédites, ou en tout cas inédites depuis longtemps, de mémoire certainement, de mémoire écrite et orale. Troisième point, c'était, voilà, là, donc on revient en anglais on appelle ça the Earth Crust Displacement Theory, c'est-à-dire le déplacement de la croûte terrestre. Donc vous vous souvenez, voilà, le poids change, la croûte bouge, etc. Donc là, le gros problème, c'est les masses d'eau, et surtout les masses marines et océaniques, mais aussi les lacs. Donc là, vivez pas à côté. Donc si vous pensez que ce scénario va arriver, partez des zones côtières, mais partez loin, à des centaines de kilomètres. Alors, le film 2012, je crois, de Roland Emmerich, qui est un film un peu débile, prend ce scénario et imagine des vagues allant carrément jusqu'à l'Everest, donc des vagues de 7000 mètres de haut, ce qui est complètement impossible parce qu'il y a un moment où il y a une friction entre l'eau qui déborde des océans et la Terre, et donc cette friction fait qu'au bout d'un moment, la vague se casse, l'eau se répand, elle occupe tout d'un coup des nouvelles surfaces, et puis au bout d'un moment, il y a un appel qui se fait de l'autre côté, parce que là où l'eau avance, de l'autre côté de l'océan, comme les marées, bah, l'eau elle se retire. Et donc au bout d'un moment, comme elle se retire, il y a quand même la gravité qui fonctionne toujours, donc l'eau elle aura tendance à, revenir de là où elle s'était retirée, et donc de nouveau à l'autre côté, bah, l'eau elle s'en va. En attendant, ça a bien ravagé, labouré, comme c'est des masses gigantesques, sur des centaines de kilomètres, là vous vous retrouvez avec peut-être des vagues qui vont, je sais pas, si je prends l'exemple d'Oléron où je vais en vacances chaque année, je peux pas imaginer que ces mouvements de l'océan vont aller jusqu'à Limoges, ou peut-être jusqu'au Massif central, mais pas jusqu'à chez moi en Suisse, c'est loin. Donc restons loin de... Alors en revanche, Genève avec le lac Léman, il va se prendre de l'eau douce dans la tronche et va ravager les villes lacustres. Enfin, je pense que dans ce genre de scénario, les villes comme Genève seraient complètement rasées, tout comme les villes portuaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de la population mondiale vit au bord de la mer, et donc dans ce genre de scénario, s'il n'y a pas d'alerte qui est donnée avant, et probablement vous savez, dans les grandes catastrophes globales, les États ne donneront pas d'alerte. Parce que donner l'alerte, ça veut dire la panique. Alors, les dirigeants et les gens qui doivent être au courant, parce que voilà, eux, ils vont se barrer, et les autres, ils vont se prendre la catastrophe dans la tronche. Dans ces cas-là, donc, partez des côtes. Partez des côtes, évitez de la vie au bord des grandes masses d'eau. Et c'est là aussi, alors ces trois phénomènes, en tout cas le phénomène volcanique et le phénomène du mouvement de la croûte terrestre, peuvent se déclencher simultanément, puisqu'un mouvement de croûte terrestre fait que tout le volcanisme mondial est bousculé, parce que le volcan, en fait, vous imaginez le volcan comme une sorte de cône, il y a en fait une chambre magmatique, mais cette chambre magmatique qui peut ensuite créer une éruption, en fait, elle est connectée plus bas avec de plus en plus on va dire des chambres plus grandes qui sont en fait dans le manteau terrestre, dans les parties supérieures du manteau terrestre. À ce moment-là, si vous bougez la croûte terrestre, eh ben, vous avez un décalage, et donc cette pression qui avant quand même trouvait une sortie par le volcan, qui est en fait une soupape, hein, c'est comme une cocotte minute, et ben tout d'un coup elle se retrouve ailleurs. Donc vous pouvez imaginer que le volcan, eh ben, il s'est déplacé de quelques kilomètres, de quelques dizaines, voire centaines de kilomètres si la croûte terrestre bouge, et tout d'un coup, ben, il y aura un nouveau volcan qui va tout d'un coup se créer très rapidement après, où, encore une fois, le mouvement peut ne pas se faire en quelques minutes, hein, ça peut prendre des milliers d'années. Donc, on n'en a jamais exploré, c'est une théorie, on n'a jamais vu, on n'a jamais calculé, on devrait d'ailleurs étudier cela de près. Euh, Bien que même des petits mouvements créeraient des grosses vagues, hein, donc. Mais en tout cas, au niveau du volcanisme, on pourrait imaginer des nouveaux volcans, donc comme les chaînes,
comme les chaînes de volcans au Pacifique. Si vous regardez Hawaï, la grande île d'Hawaï, c'est là où il y a aujourd'hui le gros volcan. Mais en fait, avant, la chambre magmatique qui a créé les îles, elle s'est déplacée. Donc vous avez les îles, plus vous montez vers le nord-est, non, au nord-ouest, en fait, vous avez ces chaînes d'îles. Mais en fait, c'est là où était le volcan avant. Puis la masse magmatique qui est sous l'océan, elle s'est déplacée. Et à chaque fois, bah, elle sort, donc il y a du magma qui se refroidit dans l'eau et qui crée une petite île. Puis ensuite, tout d'un coup, bah, pour une raison ou une autre, la masse, soit c'est la plaque qui bouge, ce qui est probablement le cas, soit c'est la chambre magmatique qui bouge aussi. Et à ce moment-là, bah, pouf, 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 ça crée une nouvelle île et ainsi de suite. Bon, on connaît bien ce phénomène, mais pas à des vitesses ou à des échelles telles que le préconise cette théorie du déplacement de la croûte terrestre. Et donc là, oui, vous pourriez avoir des trucs absolument fantastiques et énormes, euh, et donc cumuler les gaz dans l'atmosphère, les poussières qui obscurcissent le ciel. Ah oui, parce qu'il y a aussi les gaz empoisonnés autour des volcans, mais bon, enfin au soufre, mais aussi avec d'autres saloperies. En Afrique, il y a un gaz qui fait des expulsions d'acide sulfurique qui crée des gaz toxiques autour et qui tue tout le monde régulièrement. C'est terrifiant si vous êtes près d'un endroit comme ça. Et, euh, et donc, vous avez la joie et la bonne humeur de non seulement avoir affaire à tout le bordel, encore une fois, de la crise financière, etc., mais à ces crises assez violentes, enfin de ces catastrophes assez violentes physiques. Alors, est-ce que ça change quelque chose dans notre préparation? Alors moi, je dirais que, encore une fois, quoi qu'en disent les collapsologues qui n'ont rien compris à ce que je fais, ou qui ne veulent pas comprendre à ce que je fais, j'ai vu deux, trois commentaires ce sujet sur ma dernière présent, vidéo où je donnais mon avis sur la collapsologie, qui était plutôt un avis positif. Eh bien, on nous dit, ah oui, ton histoire, c'est que de faire des boîtes de conserve. Mais pas du tout, c'est un vieux débat qui est déjà clos depuis des années. On sait très bien que j'explique dans mes livres que le stock de nourriture, c'est en cas d'une rupture de la normalité, mais que la stratégie, c'est que cette rupture de normalité, au bout d'un moment, eh bien, on revient à un nouvel équilibre, et que dans ce nouvel équilibre, puisqu'on tend vers l'autonomie n'est bien entendu pas dans l'accumulation de biens consommables, c'est dans la capacité à créer sa propre autonomie en eau, nourriture, pour la santé, pour la défense, etc., pour le lien social, ce qui inclut donc la création de conserves pour les périodes qui ne vont pas. Je veux dire, est-ce qu'on va dire à quelqu'un qui prépare des conserves pour l'hiver avec ses produits bio qu'il a produits en permaculture et en biodynamie, ah c'est pas bien, tu fais des conserves pour l'hiver? Non, bien sûr que non, c'est absurde. Vous faites tant se faire que peut votre autonomie alimentaire, hein, et qui va inclure la mise en place de conserves. Alors évidemment, plus vos stocks sont gros, plus vous pouvez tenir longtemps, ou plus vous pouvez faire tenir plus de personnes. Mais évidemment, ces 7 piliers de l'autonomie et de la préparation que je développe dans mes livres, euh, l'eau, la nourriture, la santé, l'hygiène, donc l'énergie, la connaissance, la défense et le lien social, eh bien, ces 7 éléments, ils sont de toute façon valables quoi qu'il arrive, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit... Alors, dans une catastrophe naturelle très ponctuelle, très petite, bah, le lien social, il est très important, la défense, ça peut l'être. Souvenez-vous de l'ouragan dans cette île, dans les Caraïbes, où des mecs ont commencé à piller autour de vous, autour de l'île. Les connaissances, c'est quoi faire, comment rebondir, comment retrouver un nouveau travail, machin, tout ça. L'eau, ça tombe souvent, c'est avoir de quoi boire, avoir de quoi filtrer de l'eau qui est pas potable, trouver des sources d'eau, les ramener, donc des conteneurs, des contenants. Euh, l'hygiène et la santé, c'est comment ne pas tomber malade, comment rester le plus, même dans une situation très courte, hein, voilà, vous faites une entorse, qu'est-ce que vous faites? Comment vous coupez, comment vous évitez l'infection? Si ça dure 2, 3, 10 jours, bon, voilà, qu'est-ce que vous faites? L'énergie, bah, à très court terme, c'est la lampe torche avec des piles. Et à long terme, c'est comment vous produisez votre énergie le nécessaire pour faire fonctionner ce dont vous avez besoin. Ça peut être de l'énergie mécanique pour
pour des pompes, ça peut être quelque chose d'un peu plus élaboré comme l'électricité pour le reste. Donc tout ça, ça reste valable. Ça reste valable dans une situation de perte de normalité courte, comme ça reste valable pour une situation de perte de normalité plus longue. Et donc, moi je dirais que c'est toujours intéressant et j'encourage les gens à étudier des scénarios. Alors par exemple, je vais en prendre un qui me paraît farfelu, qui est depuis toujours, en tout cas depuis 2012, on nous parle de cette fameuse planète Nibiru. Alors moi, j'ai jamais cru parce que j'y connais un petit peu en astronomie et, et un corps céleste qui se rapprocherait du centre du système solaire, d'abord se voit. On voit aujourd'hui déjà au télescope, mais surtout au radiotélescope, on le voit encore mieux. On voit très bien les changements de gravitationnels même et donc des lumières qui nous viennent de l'espace, enfin, qui nous viennent d'étoiles éloignées. Si tout d'un coup un corps céleste se rapproche, il va y avoir des légères modifications dans ces flux de lumière que l'on peut observer, mais surtout dans les flux électromagnétiques qui nous arrivent. Et donc, parce que la gravité d'une planète, même minuscule, parce on repère des petites comètes, on repère des petits météores, de très très loin. Alors une planète qui aurait un impact gravitationnel, on la verrait venir. Bon, bref. Et bon, on la voit toujours pas venir. Elle nous dit attention, elle arrive cette année. Et puis, alors surtout annoncer un truc qui arrive, elle rentre dans le système solaire, elle arrive. C'est même plus une planète, c'est un bolide. C'est encore plus rapide qu'une comète, c'est un truc. Et comme ça arrive très très vite, ça aurait tendance à passer derrière le soleil, à revenir. Enfin, ça n'a pas de sens ce truc. C'est des fariboles, à mon avis. Donc ça exclut pas qu'il puisse y avoir des corps, comment dire, des planétoïdes ou des comètes, d'ailleurs c'est exactement comme ça que ça fonctionne, qui voyagent au-delà du nuage de Oort et qui, chaque 10 000, 100 000, 200 000 ans, ou chaque 150 ans, c'est le cas de, je ne sais plus combien, la comète de Halley c'est chaque 80 ans je crois, moi je me souviens de l'avoir vu, qui font une sorte d'orbite très elliptique autour du Soleil et qui peuvent revenir assez vite et qui repartent tout aussi vite. Y a-t-il des risques de collision? Ça peut arriver. Y a-t-il des risques que ces petits corps célestes déplacent d'autres petits corps célestes et qu'il y ait des collisions? Oui, ça arrive. C'est arrivé plein de fois et ça arrivera encore. Bref, donc on se fait un scénario, on l'étudie, on regarde les probabilités. Si on se dit, par exemple, parfois les gens me disent oui, mais en 2030, il y aura peut-être une météorite qui passe très près de la Terre. Ouais, ben, on verra d'ici là. En attendant, mon pays il se remplit de gens bizarres qui me détestent. Donc forcément, et surtout, nos pays, ils sont gouvernés par des gens qui nous détestent. Donc, premier problème, premier truc à être traité. Alors, ensuite, la tendance vers l'autonomie, quoi qu'il arrive, c'est cool d'avoir ton potager, c'est cool d'avoir tes conserves. Si tout d'un coup ton potager, eh bien, il va moins fonctionner parce qu'il fait sombre, là tu dois réfléchir à comment est-ce que tu te transformes pour toi, ton domicile, enfin, là où tu vis et la manière dont tu produis ta nourriture et encore fois les 7 trucs, comment est-ce que ça se modifie. Donc à chaque nouveau scénario, tu prends tes 7 éléments, l'eau, la nourriture, est-ce que ça a changé pour l'eau? Oui, non. Est-ce que ça change la nourriture dans la situation? Alors, toujours subordonné à ce que je disais. Si tu es au bord de la mer et tu es absolument convaincu qu'il va y avoir des gros problèmes qui vont amener des tsunamis, des raz de marée, bah, là, oui, tu vas te dire, il faut que je désalinise l'eau. Non, tu vas te dire, bon, peut-être que je vais partir d'ici. Personnellement, j'ai choisi pas pour des peurs de raz-de-marée, mais c'est parce que je sais que 80% de la population du monde vit au bord de la mer. Donc comme je sens que ça va être tendu entre les gens quand la crise va s'amplifier, elle commence déjà mais elle va s'amplifier, je préfère être loin. Je préfère être dans les montagnes. Alors, vous allez me dire, t'es pas loin de Verbier. Verbier, il y a plein de gens. Oui, enfin bon, il y a des villes dans les montagnes en Suisse. Mais enfin, voilà, là dans ma petite vallée, ça va. Et puis on a un bon lien social, et puis ça se passera bien, etc. On espère. Mais bref, l'impact n'est pas forcément immédiat et n'est pas forcément gigantesque sur votre préparation. Donc,
et surtout, ne vous laissez pas piéger. Le piège, c'est de se dire, oh mon Dieu, il va y avoir une catastrophe tellement grande que de toute façon, ça sert à rien et je fais rien. Et ça vaut pour la catastrophe économique, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, ça va être le bordel, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on peut faire plein de choses, mais si tu ne fais rien parce que tu prends comme excuse inconsciemment ou consciemment le fait que la catastrophe va être tellement gigantesque que tu peux rien faire, alors évidemment que tu vas rien faire, et ça c'est pas bien, parce que si ça se trouve, c'est pas ça. On peut pas se préparer à un scénario particulier, et on peut pas se préparer à tout. En revanche, on peut être flexible. Et c'est ça qui fait que je crois, ce qui fait que mes bouquins se vendent bien, c'est que quand on a compris la stratégie de mes livres, on a compris que c'est une stratégie flexible. C'est une stratégie qui dit, ah oui, quoi qu'il arrive, c'est bien d'avoir son autonomie pour l'eau, la nourriture, la santé, nanana. Et c'est bien d'avoir un lien social, et surtout s'il n'arrive rien. S'il arrive bien, ben, tant mieux, on a quand même un lien social, ça apporte du bonheur, ça apporte des relations plaisantes, on sait se défendre, donc ça donne une confiance en soi, surtout ça nous donne la capacité à être défiant par rapport à un État qui devient tyrannique. On a une autonomie alimentaire, bon, on est plus, on est moins esclave, on est moins facilement mis en esclavage par des entreprises, par l'État, par plein d'autres choses. Donc on a cette flexibilité. Et c'est pour ça que ça marche bien. Donc moi, je pense que oui, c'est bien d'étudier les différents scénarios. C'est des scénarios, en l'occurrence, ces trois scénarios qui sont des scénarios qui sont possibles. Il ne me semble pas forcément probable, mais peut-être la probabilité augmente. Et de toute façon, dans votre univers de planifier l'avenir, donc c'est ça être responsable, eh bien, ça vaut la peine de se dire, voilà, alors aujourd'hui, le scénario le plus alarmant, c'est l'immigration massive avec la pénurie des ressources et la crise financière, donc cette combinaison-là. Mais peut-être que demain, vous vous rendez compte que la suractivité volcanique commence à augmenter, parce qu'on en parle dans les nouvelles, il y a de plus en plus de scientifiques qui donnent l'alarme, et à ce moment-là, bah, vous la montez, vous la montez, vous la montez, mais ce qui exclut pas que dans votre ville, vous avez quand même des mecs qui viennent vous égorger, qui est ou pas un volcan qui explose. Et c'est pas parce qu'il y a... Enfin, voilà, donc réfléchissez à votre environnement, réfléchissez à la situation dans laquelle vous vivez, et comment vous pouvez organiser votre préparatif, y compris pour les catastrophes. Vous savez, j'avais écrit un livre, dans le livre Survivre à l'effondrement économique, il y avait un chapitre sur les catastrophes naturelles. En gros, j'expliquais ce que je vous ai raconté pendant les dernières 40 minutes. Et pas particulièrement sur le volcanisme, ou particulièrement sur mais je prenais comme exemple, voilà, l'impact de météores, etc. Et en fait, mon éditeur a très sagement m'a dit, écoute, ce chapitre, c'est un cheveu sur la soupe, enlève-le, on en parlera peut-être une autre fois, c'est fait. Mais ça sert à rien d'en parler parce qu'on rajoute trop de choses. On parle déjà de crise financière, de crise de surpopulation, de problèmes liés aux ressources, du pétrole, des matières premières, etc., etc. La baisse de productivité des systèmes agricoles, et la violence que ça peut amener ou pas, etc. Oui, et donc ça faisait trop, donc on l'a enlevé. Et je pense que c'était bien. Euh, voilà, chose corrigée maintenant, puisque je vous en ai parlé. Je pourrais en parler, je pourrais écrire un bouquin rien que sur ça, en fait. J'ai pas mal d'informations. En plus, ça peut faire un pot pourri de côté scientifique. D'ailleurs, s'il y a des scientifiques parmi vous, et, euh, et si vous aimeriez faire un livre qu'on pourrait faire en commun, d'ailleurs, où chacun dit, voilà, ben moi je traite du volcanisme, l'autre il traite des météores, l'autre il traite des impacts de comètes, l'autre il traite du mouvement terrestre, et on structure les chapitres en disant, voilà le problème, voilà les conséquences, et moi et vous, ensemble, on fait le chapitre, pour chaque chapitre, on fait comment tu t'adaptes de ta stratégie de survie. Et il y a des fois où tu dis rien, tu fais tes prières et tu meurs. Et puis voilà. Et Dieu t'aidera pas parce qu'il n'existe pas, ou qu'il en a rien à foutre, ce qui est pareil. Et donc voilà, alors si tu y crois, bah, il sauvera ton âme, puis voilà, tant mieux pour toi. Mais on pourrait imaginer un bouquin comme ça. Alors pour ça, bah, je voudrais travailler uniquement avec des scientifiques, enfin en tout cas des gens, bah, voilà, le mec qui est astronome, qui me parle de comètes, le mec qui est vulcanologue, qui parle de volcans. Ça pourrait être marrant, ça pourrait être marrant de faire un livre collaboratif, on pourrait se dire que voilà, on donne les profits de ce livre au, au, je sais pas, une œuvre de bienfaisance pour un truc classique, quoi, pour aider les, les pygmées qui ont des cloques aux pieds ou un truc comme ça. Euh, ou pour aider les fermiers blancs sud-africains qui se font génocider en ce moment. Des choses qui seraient intéressantes. Non, mais plus
plus prosaïquement, je veux dire, l'idée c'est de pas faire un livre pour gagner du pognon, ça pourrait être un livre où on donne les royalties à des œuvres de bienfaisance et de charité. Dieu sait qu'on en a besoin dans nos pays aujourd'hui. Bref, c'est une idée que je lance. Voilà. Voilà. Donc, j'ai répondu donc à cette question. Donc, si je n'ai pas assez bien répondu, faites-le moi savoir. Je rajouterai quelques éléments compléments si nécessaire. Si vous trouvez que mon adaptation à ces scénarios, elle est trop, je m'en suis sorti avec pas assez d'efforts, dites-le moi. Parce que c'est vrai que parfois je me dis, bon, la réponse pourrait être, bah, je creuse un bunker pour pouvoir vivre 1000 ans sous terre, et dans ce cas-là, il faudrait descendre avec plusieurs familles pour pas dégénérer trop vite et devenir des Morlocks. Mais après, on va me dire, ouais, mais pour faire ce scénario, il faut 50 millions d'euros. Moi, je dis, bah ouais, moi je les ai pas, vous non plus, donc ça sert à rien de vous les proposer. Euh, donc voilà, on peut avoir des scénarios ouais, une station spatiale avec un blindage laser pour buter toutes les météores et puis monter une partie de la population dans l'espace. Ouais, ça, ce serait génial. Mais ni vous ni moi allons le faire, donc j'essaie de rester sur du basique. Donc ouais, pourquoi pas choisir, c'est comme ça reste toujours, en fonction du scénario, choisissez l'endroit où vous voulez vous habiter, où vous voulez vous préparer, mettez en place effectivement les 7 éléments, les 7 piliers de la préparation adaptés au scénario et adaptés à l'endroit où vous êtes. Et ensuite, il faudra s'adapter. Personne n'a de stratégie parfaite. À n'importe quel scénario, il n'y a pas de stratégie parfaite. Il y a toujours des circonstances. Moi, je peux imaginer d'avoir par exemple, il y a 2 semaines, une de mes filles était en camp de ski avec l'école. Si ça se plante à ce moment-là et que c'est gros bordel, par exemple, il y a un EMP, la guerre entre la Russie et les États-Unis démarre, parce que les États-Unis attaquent la Russie, on va dire ça comme ça. Bombe nucléaire sur les 4 ou 5 grosses bases militaires en Europe, enfin 4 ou 50 grosses bases militaires en Europe. Et ma fille, elle est en putain de camp de ski. Ok, alors je prends ma famille, on est dans la ferme, on se prépare dans la base, etc. Mais ma fille, comment je vais la chercher? Ok? Donc, même les meilleurs plans, ils ont des faiblesses. Alors, évidemment, je sais où elle est, je savais où elle était, j'ai un plan. Si c'est le bordel, ben, je dois d'abord mettre en sécurité la majorité de ceux qui restent, enfin, de la vraie, mais ensuite, je vais chercher ma fille. Mais si je vais chercher ma fille, est-ce que je laisse pas en manque de défense les autres? Bon, mon fils, il est grand, maintenant il sait se défendre, il a appris avec l'armée à utiliser mais bon, il est tout seul, donc. Et puis bon, certes, il y a mes voisins, bon. Ok. Mais, vous voyez, il y a pas de plan parfait. Même pour un truc plus prosaïque, je veux dire, il y a une émeute en ville que personne n'avait vu venir. Les gamins, il y en a un qui est à la piscine, l'autre qui est à l'école, l'autre qui fait du cheval. Et tu fais quoi? Tu peux pas être à tous les endroits systématiquement, donc tu dois les former avant. Donc la préparation, c'est aussi prévoir. Et puis, de toute façon, dans tous ces cas, et j'en parlerai dans mon prochain bouquin sur la peur, c'est que tout ça doit se faire de manière non angoissante. Parce que si tu te chopes un cancer, parce que tu te dis, ah mon Dieu, il va y avoir une météorite, et il y aura le Nibiru, et il y aura la planète X, et puis non, tranquille, les mecs. Ouh, les gens qui me connaissent, ils me disent, mais attends, parce que parfois, enfin, des gens qui me connaissent pas depuis longtemps, ou qui m'ont connu à l'époque et qui on s'est perdu de vue, puis qui me reviennent, et ils me disent, mais comment tu fais à vivre avec tout ce stress dans ta tête? Est-ce que le soir, tu te... Mais pas du tout. J'ai compris, moi je suis un mec analytique, j'ai problème, solution, raisonnement, solution A marche pas, solution B marche pas, solution C, nanana. Au bout d'un moment, je trouve le truc, c'est des équations très longues. Alors ça, c'est ma capacité à analyser. C'est pour ça que mes clients me payent pour, euh, pour que je leur fasse des analyses. Genre en 1 ou 2 journées, je planifie leur vie pour qu'ils aient pas trop se stresser avec ces trucs-là. Et tranquille, les mecs, tranquille. Moi, je suis zen hein, sur ces machins. On va pas commencer à stresser si, putain, la croûte terrestre va bouger. J'ai choisi, j'ai une stratégie d'être dans les montagnes, dans le machin, tout ça. Et que se passerait-il si une météorite tombe sur ma vallée? Ah, tu meurs, je meurs. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, zen, quoi. Donc, on en parlera tout ça dans mon bouquin sur la peur, y compris de la mort et de la préparation à l'inévitable et à l'imprévu, quoi. Bref, donc
Voilà pour la question. Je vous rappelle, vous pouvez sponsoriser ce genre de questions. Si ça vous taraude, vous allez sur Patreon, je mettrai le lien ici en dessous. Vous pouvez choisir poser la question. Ça peut être des questions plein de. Voilà, soyez imaginatifs. Euh, et donc, ça sponsorise une question pour la plupart des gens. Et à ce tarif, je suis 10 fois moins cher qu'un avocat et à ce que l'on me dit 5 fois moins cher qu'une pute. Donc, préparez-vous.